Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Les assassins de Mariam Cissé sont condamnés à la prison à vie. Mamadouba Souma et Sayon Doumbouya ont donné la mort à cette fillette d'un peu plus de 2 ans en mai 2017. Les citoyens de Lambagnou, la découverte macabre a été faite, saluent la décision du tribunal de première instance de Dixine. Les manifestations contre le manque d'électricité dans la capitale font des victimes et non les moindres. Le train Conakry Express a été la cible des protestataires hier à la Carrière dans la commune de Dixine. 13 de ces wagons ont été endommagés. Et puis sur le continent, deuil national au Sénégal après la fusillade qui a fait 13 morts dans la région de la Casamance. Les enterrements se sont poursuivis ce mardi dans la ville de Ziguinchor. Encore une fois, bonsoir. La prison à vie pour Mamadouba Souma et Sayon Doumbouya. Les deux hommes ont été reconnus coupables de l'assassinat de Mariam Cissé. La fillette âgée d'un peu plus de 2 ans seulement pour servir de sacrifice qui conditionnerait leur richesse. La découverte odieuse de son corps découpé et mis dans un sac avait cahoté le quartier bourgeois de Lambagny. Le verdict est libérateur et satisfaisant. Vous le comprendrez mieux dans les réactions au micro de Mohamed Souma et de Aboubakar Din Kamara. C'est ici que Mariam Cissé, 3 ans, a été disséquée et mise dans un sac le 3 mai 2017. Supprimer la porte de l'ancienne scène de crime n'aura pas suffi à effacer la douleur d'une famille éplorée et au bord de la division. Mais la délivrance arrive à point par le verdict rendu ce mardi. Mamadouba Souma et Sayon Doumbouya alias Simbo ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour ce crime odieux sur sa nièce par le tribunal de première instance de Dixine. Quand on entend condamnation ou meurtre, c'est la tristesse, mais pour ceci, c'est la joie. Vraiment, je suis content. Dès que j'ai appris ça hier, et ce matin, son propre papa m'a dit, ah, papa, merci beaucoup. Vraiment, le verdict est tombé. De qui disent que j'ai vendu. J'ai au moins plus de 12 enfants. Ce que je n'ai pas fait à ceci, je ne peux pas faire à la petite fille que j'ai beaucoup aimée. Nous avons essayé de rencontrer l'autre partie de la famille, les parents du coupable. Personne n'était présent. La quiétude sociale a été secouée à Lambagny. La pratique des sacrifices humains pour le profit s'y est invitée. Le plus jamais ça est un discours évident chez ces riverains. Non, ça ne le rassure pas du tout, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup qui disent que ces gens-là, on les a libérés. Certains, leurs familles ont payé des quotas, ils ont quitté le pays. Donc on les exécute. Donc c'est ce qui est visible, parce que pour que ça interdit les autres. Il y a 10 ans, ce genre de crime n'existait pas dans nos cités. Parmi les causes sociologiques de ceux-ci, le contact avec les cultes étrangers est souvent évoqué. Les bourreaux de Mariam Cissé restent en prison pour le reste de leur vie, et même s'ils bénéficiaient d'une grâce présidentielle, ils ne peuvent être libérés avant 30 ans. Les plaidoiries dans le dossier de la tentative d'assassinat contre le journaliste Moussa Moïse Silla ont été faites ce mardi au TPI de Dixine. La partie civile a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre les 2 présumés et demande qu'on décerne un mandat d'arrêt international contre Chérif Bouharo, toujours en fuite. La défense a demandé un non-lieu. Le verdict est renvoyé au 16 janvier prochain dans le dossier dit de l'assassinat de Mohamed Koula Diallo. Les 2 accusés qui ont été plusieurs fois entendus ont été acquittés. Amadou Sow et Algassi Mouketa ne sont donc pas retenus dans les liens de la culpabilité. Faute de preuves, par contre, les nommés Tchangel et Alpha Dior ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Un mandat d'arrêt international devrait être lancé contre eux.
L'association des victimes de démolition de Trafin a fait un sitting devant la gendarmerie près du ministère de l'Habitat à Koléa. Ces victimes, par cet acte, contestent l'arrestation de 2 des leurs par des agents sur le site démoli. Et l'association réclame en outre la justice dans cette affaire. Idrissa Bari et Amara Alex aussi là pour plus de détails. C'est en 2015 que l'État, à travers le ministère de l'Habitat, a procédé à la démolition de plus de 200 habitations à Trafin dans la localité de Samatran village. Depuis, les victimes se sont constituées en association pour réclamer leurs droits. C'est ainsi que chaque dimanche, ces membres se retrouvent sur la zone pour tenir leur réunion. Ce dimanche 7 janvier, 2 de ces membres ont été mis aux arrêts par les agents de la gendarmerie. Une décision que ne comprennent pas les autres membres de l'association qui ont fait un sitting ce mardi devant la brigade de la gendarmerie près le ministère de la ville. Un plaignant, mais vraiment nous sommes là, alors appelez-le. On va parler clairement. Jusqu'ici, on ne va pas mettre matos. Et jusqu'ici, les 2 personnes qui ont été arrêtées sont détenues ici. Donc de la gendarmerie de Samatara, ils les ont transférés à la gendarmerie de l'habitat de Koléa, donc où ils sont. Donc voilà la situation. Selon ces victimes, c'est une main noire qui est derrière cette démolition avec la complicité de certains agents de la SONAPI. Cette dernière a été même assignée en justice. En attendant le verdict, les membres de l'association ne comptent pas baisser les bras et ils s'engagent à user de tous les moyens légaux afin d'être rétablis dans leurs droits. Notre zone n'est pas une réserve foncière de l'État, première violation. 2, ils sont venus démolir les bâtiments sans préavis. 3, encore, ils se permettent d'arrêter nos membres sans motif valable. Vraiment, on en a marre. Nous voudrions que justice soit faite. Nous ne voulons pas abandonner cette affaire tant que la justice n'est pas faite dans cette affaire. En attendant une issue dans cette affaire, les membres de l'association des victimes de démolition de Trafin invitent le chef de l'État à se pencher sur leur sort. Ils étaient plus de 600 chauffeurs et apprentis de camions dans la rue ce lundi à manifester contre l'augmentation de la taxe sur le chargement du sable et du granit. Depuis une semaine, des nouvelles taxes leur sont imposées par le préfet de Dubreka. On ne sait pas encore à quoi servent ces augmentations. À T6 et T7, les transporteurs de sable et granit se sont mobilisés pour dire non à cette nouvelle décision. Plus de détails avec Mamadou Saluba et Ibrahima Awal Kamara. Les transporteurs de sable et de granit crient leur colère. Une décision du préfet de Dubreka passe en hausse la taxe sur le chargement du sable, puis instaure une nouvelle taxe sur le granit. Les transporteurs se sentent dérangés dans leur activité. Ce lundi, ils investissent la rue. Le problème est qu'il y a une taxe qui est augmentée, qui est devenue énorme pour nous. Parce que c'était à 20 000 avant. Avant, il n'y avait même pas les taxes là. Ils ont dit 20 000 par camion par jour. Maintenant, dès le 2 de nouvel an, ils ont dit maintenant, au lieu de 20 000 par jour, que c'est à chaque voyage. Mais ce qui dérange le plus les chauffeurs, c'est l'augmentation du droit d'exploitation. Avant, ils payaient 50 000 francs guinéens à la carrière. Aujourd'hui, la taxe s'élève à 75 000 francs guinéens, soit une augmentation de 25 000 francs guinéens. Pour montrer leur opposition à cette augmentation, ils ont d'abord immobilisé les camions, provoquant ainsi un ralentissement dans certains chantiers. Les transporteurs de sable et de granit se disent inquiets et demandent la suppression de ces nouvelles taxes. On voudrait que ça soit enlevé. C'est par rapport à ça qu'on est garé. On ne veut pas faire l'incident, on ne bloque pas la route, on a garé, on est resté calme, on est derrière notre syndicat. Pour l'heure, aucune négociation n'est en cours. Les transporteurs ont pris une décision, garer les camions jusqu'à nouvel ordre. En manifestation des femmes au grand marché de Conakry, elles ont vu ce matin leurs boutiques et magasins fermés. Du coup, la direction du marché leur demande le renouvellement des contrats, ce qu'elles recusent à tout bout de champ. Elles dénoncent également le coût élevé de la location. Reportage Gibrilba et Ibrahima Souma. Des cadenas sur la quasi-totalité des boutiques et magasins, c'est le constat fait par ces femmes dès leur arrivée. La direction du marché exige d'elles le renouvellement des contrats, mais les manifestantes fustigent une augmentation insupportable de la location.
Il envoie quelqu'un sans nous informer, il met le cadenas directement. Et puis, on a envoyé une lettre de doléance pour leur dire, comme il n'y a pas de marché, ils n'ont qu'à diminuer pour nous. Parce que eux tous, ils voient que le marché qui est là-bas, là, ils ont mis les tables, les femmes sont venues pour prendre les places, mais personne n'est venu, tout le monde est parti. Elles sont nombreuses à détenir des marchandises diverses. Les unes vendent des denrées alimentaires, les autres des articles. Toutes sont révoltées par un manque de clients et appellent à la souplesse des responsables du marché. Il y a des gens qui sont venus ici depuis décembre passé, c'est-à-dire décembre 2016. Jusqu'à présent, nous sommes là, ici c'est isolé. Et les Libanais ne nous accordent pas de respect du tout, il n'y a pas de respect ici. Elle se rue vers la direction et les occupants surpris. Ces derniers sollicitent une négociation à l'immédiat. Tout le problème, elle demande une baisse des prix. Et déjà, l'effort qu'on a fourni, on a pardonné les arriérés, les mois impayés. Et malgré tout ça, elles ne sont pas satisfaites. Donc elles disent que c'est trop. Il y a certaines qui payent 1 million, d'autres 1 million 100, d'autres 1 million 63 000. Non, ça dépend des dimensions. Oui. On a des boutiques de 8 mètres carrés, 8,5, 9 mètres carrés, 9,5 et 11 mètres carrés. Le grand marché de Conakry est vide. La cherté des boutiques et magasins est la raison évoquée. Cependant, l'accessibilité des lieux en est une autre, car clients et marchands souhaiteraient que la route et le marché soient reliés par un pont. Les manifestations contre le délestage du courant électrique se multiplient sans cesse à Conakry et les dégâts matériels sont considérables. Une fois de plus, c'est la Société nationale des chemins de fer qui vient d'enregistrer d'énormes pertes sur le train Conakry Express. Les 13 voitures du train ont été lapidées ce lundi par des manifestants en colère dans le quartier Carrière. Plusieurs vitres ont été cassées par des jets de cailloux. Makissou et Yacouba Traoré et Alseni Kamara. Conakry Express s'immobilisera encore une fois pour une dizaine de jours. Le temps pour les techniciens de procéder au remplacement des 12 vitres caillassées par des manifestants qui réclament le retour de l'électricité dans la zone de la Carrière. Les grosses pierres qu'on lance cassent les 2 vitres pour se retrouver à l'intérieur. Donc on s'est retrouvé non seulement avec des vitres cassées, au moins 12 vitres, dont 9 vitres des portières, 4 vitres des fenêtres latérales, les grandes vitres. Bon, malheureusement aussi des passagers blessés. La perte s'évalue à plusieurs dizaines de millions de francs guinéens en termes de réparation et de manque à gagner sur la période d'arrêt. Il y a les dommages subis et il y a le gain manqué. Si on avait circulé les 10 jours d'arrêt qu'on va observer maintenant, ça va nous faire, même si on prend en moyenne 10 millions, ça va nous faire environ 100 millions. Donc si vous prenez les 100 millions plus les 30 millions, ça nous fait 130 millions de dégâts. Dans la même journée, une commission composée de la Société nationale des chemins de fer de Guinée et d'agents de sécurité ont sillonné certains quartiers riverains pour des séries d'informations et de sensibilisation à l'endroit des leaders religieux. Quand il y a eu les dégâts, on les a mobilisés. On a fait un ordre de mission que voici, et pour les envoyer vers les quartiers qui se retrouvent dans la zone. Et je crois qu'ils ont bien fait la mission, ils sont partis prendre contact avec les chefs de quartier. Ils ont fait venir les imams. Les responsables de la Société nationale des chemins de fer de Guinée attendent un impact positif de ces sensibilisations qui impliquent les religieux dans ces quartiers réputés être récidivistes dans les attaques du train Conakry Express. Le ministre de l'Énergie s'est justement fait entendre pour la première fois sur le sujet depuis le début des protestations à Conakry. Au cours d'une conférence qu'il a donnée à son département, Cheikh Talibi Silla a tenté de donner les raisons de la dégradation de la desserte. Au Malik Siongana Kamara, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Avant de parler des causes réelles du délestage, le ministre est d'abord rentré dans l'historique de l'électricité guinéenne du temps colonial en passant par les 2 premiers régimes jusqu'à nos jours. Pour Cheikh Talibi Silla, les résultats présentés par la Troisième République, jamais la Guinée n'a réalisé un tel exploit en matière d'électricité.
Le barrage Kaleta lancé le 28 mai 2015, une satisfaction pour les populations au début, puis un désespoir à cause du délestage constaté. Le ministre de l'Énergie précise que le barrage Kaleta est saisonnier, qui a besoin de 110 mètres d'eau de profondeur, le niveau normal. Vous arrivez en ce moment, vous trouverez le groupe numéro 1 en entretien pour se préparer déjà à la saison pluvieuse quand ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut se tourner un seul groupe. Les autres sont arrêtés pour défaut d'eau. Alors que bon nombre de Guinéens qualifient le barrage Kaleta d'un travail qui a été réalisé à la va-vite, le ministre rassure que toutes les normes ont été respectées sous la supervision des experts internationaux. Pour fournir de l'électricité, les responsables DDG et le ministre disent ne pas être en manque de solutions. Selon eux, il faut suffisamment du carburant pour alimenter les centrales thermiques et le paiement de la facture par les clients. Les perspectives d'amélioration exacte qui se trouvent là, c'est la fourniture de carburant. Si les groupes-là ont suffisamment de carburant, si tout le monde contribue aux efforts pour que EDG puisse avoir la trésorerie qu'il faut, il n'y aurait pas cette perturbation que nous connaissons aujourd'hui. Pendant la journée, le barrage Kaleta ne fonctionne pas. Il est approvisionné en eau durant cette période par Garafiri pour être fonctionnel à partir de 18 h jusqu'à 0 h, nous informe le ministre de l'Énergie. L'opération de distribution des cartes d'électeurs devait commencer le 6 janvier dernier sur toute l'étendue du territoire national. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre à Conakry. C'est le cas dans certains quartiers de la commune de Dixine. De nombreux citoyens n'avaient pas reçu leur carte d'électeur à cause de l'incompréhension entre les démembrements et les commissaires de la CENI, Mariam Foué Camara et Abdoulaye Camara. La distribution des cartes d'électeurs prévue le 6 janvier dernier a connu un léger retard dans certains quartiers de Conakry. Certains démembrements demandent une majoration de leur per diem qui s'élève à 250 000 francs guinéens. C'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est tenue lundi entre les deux parties. Le directeur des opérations fait le point. Nous avons fait des efforts pour voir ces ressources-là, pour remettre ces ressources à un certain niveau, notamment 250 000 francs pour Conakry et 200 000 francs pour l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas faire plus que cela. Alors, les questions liées à la distribution des cartes font partie de leur travail naturel. Personne ne peut empêcher que les cartes soient distribuées, et ceux qui s'aviseront à faire en sorte que les cartes puissent, leur intégrité puisse être altérée, malheureusement feront face à la loi. Nous avons sillonné quelques quartiers de la commune de Dixine. À Dixine-Port, les membres de la commission d'administration de distribution des cartes d'électeurs et les observateurs des partis politiques sont déjà sur place. Ils mettent les bouchées doubles pour le bon déroulement de l'opération. Par rapport à la distribution, il n'y a pratiquement pas de problème. Il y avait un petit ceux du maire hier pour nos éléments qui sont venus du gouvernorat et de la commune, mais ça c'est complètement dissipé, ça va, il n'y a aucun problème. Tout le monde est dans l'esprit de reprendre le travail, de commencer et de faire très vite le travail. Ce citoyen de l'Andrea vient d'entrer en possession de sa carte. Il exprime sa joie. Je suis content d'avoir en fait ma carte en main parce que ça me donne l'assurance et je dois voter alors. Donc je suis tellement ravi de récupérer ma carte sans problème. Les 8000 démembrements que compte le pays devront poursuivre l'opération de distribution jusqu'à la veille du scrutin prévu le 4 février prochain. Et les élections locales se tiendront le 4 février prochain. Ce sont des échéances avec des enjeux. Si les électeurs sont appelés à voter utile, les autorités locales doivent aussi cerner la responsabilité qui les incombe dans la mise en place d'une politique efficiente de développement des collectivités décentralisées. Le reportage de Mohamed Damaro Camara et de Amara Alexusila. Les élections locales constituent l'expression de la décentralisation. Et ce qui semble d'abord essentiel, c'est la compréhension par les citoyens de la portée de ces échéances. Si nous lisons bien la Constitution, les élections locales, la liste indépendante est autorisée. Alors que les élections nationales, la Guinée n'a pas encore accepté la liste indépendante. On veut tout simplement dire que cette élection ou les élections locales
peuvent se passer sans les partis politiques. On n'est pas obligé de subir la dictature des partis politiques. C'est pour donner beaucoup plus de liberté aux citoyens de la localité de ne pas subir la volonté des partis politiques, qui peuvent même choisir ailleurs. Le constat aujourd'hui est que ces grands partis politiques ont fait de ces élections locales leur cheval de bataille. Toutefois, la Constitution prévoit que les collectivités décentralisées s'administrent librement, sans aucune influence d'une entité politique quelconque. Il ne faut pas faire une confusion. On ne vote pas pour forcément un parti, c'est pas ça. La loi n'a pas interdit la présence des partis politiques. Mais l'objectif, ce n'est pas pour voter pour un parti. L'objectif est de voter pour des citoyens de la localité qui sont capables de changer la vie de la localité, qui la population a confiance. L'objectif, c'est ça. Mais de l'analyse faite par ce constitutionnaliste, les dispositions qui régissent les collectivités déconcentrées ne sont que des simples fictions, car violées par le département de tutelle, dont les limites sont pourtant bien définies. Il n'y a pas de tutelle sans texte, et il n'y a pas de tutelle en dehors du texte. Cela veut dire que l'autorité supérieure peut, par exemple, dicter ses ordres à des pouvoirs qui lui sont soumis hiérarchiquement, mais quand il s'agit d'une commune, l'autorité de tutelle ne peut exercer ses compétences que dans les mesures qui lui sont autorisées par la loi. Les élections doivent avoir lieu le 4 février prochain et les enjeux doivent être compris non seulement par les électeurs, mais aussi et surtout par les élus qui auront désormais la lourde responsabilité de leur collectivité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce de nouvelles orientations. À l'occasion, de nouveaux chefs de service ont fait leur entrée dans l'administration sanitaire. Ils doivent veiller à la bonne gestion des soins, mais aussi à l'amélioration des prises en charge des urgences dans les services hospitaliers. Les explications d'Alcieni Barry et de Amara Alexusila. Ils sont au total 13 chefs-service qui doivent dans les jours à venir prendre fonction dans les centres hospitaliers de Donka et Ignasdine. Ce remaniement opéré par le département de la santé et de l'hygiène publique est parti d'un constat. Il y a certains chefs de service des structures sanitaires de niveau tertiaire, notamment l'hôpital Donka et l'hôpital Ignasdine, qui sont partis à la retraite. Donc c'était des professeurs titulaires qui étaient chefs de service. Donc conformément aux dispositions en vigueur, il fallait procéder donc à leur remplacement. Nous nous sommes réunis ici pour d'abord reconnaître le travail accompli par les chefs de service sortants. Ces chefs-service seront confrontés à de nouvelles réalités, par exemple l'évaluation annuelle. Mais ce qui semble le plus essentiel est qu'ils ne sont plus des simples techniciens. Ils auront bien d'autres charges. Les structures sanitaires avant étaient perçues comme étant juste des structures de charité où les gens venaient se faire soigner. Mais aujourd'hui, il y a des attentes vraiment très importantes des populations. L'hôpital aujourd'hui, c'est comme une entreprise. Ce qui veut dire qu'il y a, si vous voulez, des attentes de la part des usagers, mais il y a aussi une certaine responsabilité, des devoirs vis-à-vis des prestataires de services là. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus de simples techniciens. Il y a la gestion administrative, il y a la gestion de la qualité, le sens de la responsabilité, le dévouement, la satisfaction des attentes de la population qui rentrent en jeu. Ces nouvelles dispositions visent à contribuer à l'amélioration des soins et globalement à la performance du système de santé guinéen. Mais pour ce professeur et ancien ministre de la Santé, le plus grand défi à relever reste l'accès aux soins primaires. Actuellement, on ne peut pas dire que nos populations ont accès aux services de santé le plus proche possible avec la meilleure qualité. Je pense que ce qu'on doit faire, nos collègues qui sont là, c'est d'avoir une qualité de soins avec la meilleure éthique possible. Nous avons des ordres nationaux qui doivent se promouvoir pour éduquer nos jeunes médecins et nos médecins pour qu'ils puissent rendre service dans les meilleures conditions avec donc des soins de qualité avec tout le plus grand respect.
Le chef de l'État a remis des tables-bancs à l'école guinéenne ce mardi. La remise officielle a eu lieu dans une école primaire de la capitale dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gouvernance dénommée Consommons guinéen. Elle est le début d'un appui à l'éducation en général, mais aussi la valorisation du secteur de l'artisanat. Abdourahmane Ba et Amara Alexusila. C'est par ce geste symbolique que le gouvernement du professeur Alpha Condé offre 2000 tables-bancs à l'école guinéenne. Un projet au profit de l'éducation qui va aussi favoriser la promotion du secteur de l'artisanat. Malgré cette prouesse de la main-d'œuvre locale, le président encourage les artisans guinéens à augmenter la production sans pour autant oublier qu'ils ont besoin de formation. Nous voulons que nos artisans soient de plus en plus qualifiés par les méthodes de travail. Et nous allons accompagner Afriland Bank pour cela. Ce matin, j'étais à Bokeh pour réceptionner les moissonneuses-batteuses, mais aussi les décortiqueuses de riz. Cette initiative offre des opportunités d'emploi aux travailleurs guinéens. Le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu vanter les mérites de son département pour l'aboutissement de ce projet. Ces 2000 tables-bancs viennent s'ajouter aux 6332 tables-bancs déjà confectionnés et livrés en 2015 pour la première phase dans les écoles de Conakry. 3112 tables-bancs, Kankan 2340 tables-bancs, Farana 880 tables-bancs. Le coût total de confection de ces deux phases s'élève à 5 515 800 000 francs guinéens. Le poda est un concept très prisé en Guinée. De nombreux jeunes et femmes vivent au rythme de ce genre musical qui fait tabac dans des lieux publics ou boîtes de nuit. Mais comment expliquer un tel engouement autour du poda? Pourquoi un tel succès auprès du public? Notre équipe de reportage a rencontré l'artiste Mike Paraya qui anime les veillées nocturnes bien souvent. Reportage Mamadou Boy Diallo et Kerno Seydouba. Le poda, un concept très en vogue en Guinée. Ici, les pas de danse et gestes cèdent aux problèmes quotidiens car jeunes et femmes vivent au rythme de ce genre musical qui fait tabac dans divers lieux publics. Mais pourquoi un tel engouement autour de ce genre musical? Pour en savoir, nous avons rencontré cet artiste Mouktar Ba, plus connu sous le nom de Mike Paraya, fervent défenseur du poda, qui nous accueille d'abord avec ces quelques notes. Vous pensez que c'est seulement les Peuls? Tout le monde s'intéresse aujourd'hui au poda. Parce que c'est un rythme qui fait vraiment bouger. À l'image du coupé-décalé en Côte d'Ivoire ou encore du balak au Sénégal, le poda en Guinée s'impose. Le style séduit et les soirées sont festives. Ce succès n'a rien d'étonnant pour Mike Paraya qui évolue dans la musique depuis de nombreuses années. Mon papa disait que c'est deux choses incompatibles. Lui il est à la mosquée, que moi je sois dans la musique. Donc c'était trop dur pour moi, trop dur. Alors des fois il cassait ma guitare. La musique guinéenne évolue avec le temps, même si par endroits on remarque des déperditions, notamment chez la nouvelle génération. Une situation que déplore Mike Paraya. Il y a peu de jeunes qui apprennent la flûte traditionnelle. Il n'y en a même pas. C'est des instruments qui tendent à disparaître aujourd'hui. La flûte traditionnelle, vous voyez, c'est pratiquement le groupe de Lama. Dites-nous, c'est quoi un peu les perspectives pour Mike Paraya au cours de l'année 2018? Est-ce qu'il y a des projets en vue? Oui, j'ai des grands projets en vue. J'ai un album en studio depuis plus de 2 ans. Je n'ai pas voulu sortir l'album parce que il y a des jeunes que j'ai formés, que j'ai réussi à mettre en studio, qui évoluent. Et
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une très bonne soirée avec nos programmes. Bonsoir.